Bonsoir à toutes et bonjour à toutes et à tous. Bonjour au public nombreux du Gazette Café. Merci au Gazette Café de nous accueillir pour ce café Société de Radio Aviva. Un café où il va être question des femmes sous un angle un peu particulier. Vous le verrez. Donc, il est question là d'éclairer, de faire réfléchir l'ensemble de nos auditeurs de Montpellier, Nîmes et Perpignan sur cette question tout à fait fondamentale. Où en sont les femmes? Entre femmes sous emprise et femmes accomplies, nous allons voir un peu le parcours que peut parcourir une femme de façon générique et puis comment elle peut améliorer son parcours, soit en formation, soit en ayant le culot de vouloir un poste, par exemple. On verra ça tout à l'heure avec les scientifiques notamment. Et puis également, quelquefois, la femme est sous emprise et elle n'arrive pas à s'en débarrasser, elle n'arrive pas à en sortir. On verra comment on peut faire passer ces situations de femmes à travers l'art avec Eaux Gazeuses, une association qui s'occupe de faire parler, de présenter des situations de femmes. Et puis, bien sûr, avec le CIDF, l'association que nous connaissons tous par rapport aux femmes en difficulté notamment. Alors, on a l'impression que c'est une question révolue. En fait, euh, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 24 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viols, tentatives de viol, d'agressions sexuelles, est estimé à 217 000 femmes. C'est dire que c'est énorme. Dans 49% des cas, c'est une personne connue de la victime qui va perpétrer ces actions, ces agressions. Et puis, quelquefois, bien sûr, 21% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. On a vu récemment des faits assez dramatiques à ce sujet. Donc, il est important que femmes et hommes, d'ailleurs, réfléchissent à ces questions-là pour les détecter, les anticiper, et puis qu'on avance tous ensemble vers une société plus agréable. Alors, pour cela, nous avons un plateau assez intéressant, puisque très varié, avec Francine Boé, qui fait partie de Zonta Olympe de Gouges et qui est présidente d'une association Lecture Plurielle. Également Aline Fauchère, présidente du CIDF, Centre d'information sur le droit des familles et des femmes. Et enfin, nous avons également Agnès Petit-Gilles, qui est metteur en scène dans la compagnie Eaux Gazeuses et qui travaille aussi avec bénévoles. Elle est bénévole au Secours populaire et elle va nous dire comment ces deux activités se sont répondues l'une l'autre, se sont renforcées l'une l'autre. Et enfin, parce qu'il est toujours tout à fait intéressant de voir des femmes aussi à succès ou des femmes qui osent, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Martine Lombreras, représente ici IESF, les femmes ingénieures et également les femmes et sciences. Donc, je vais vous demander d'abord de présenter un peu plus profondément vos associations. Je vais commencer par Aline Fauchère pour le CIDF. Si vous voulez nous dire voilà, quelles sont les actions majeures du CIDF, votre mission, je Oui, dirais. Parce que les actions, on en a jusqu'à demain matin. oui, Donc, vos missions principales. oui. Je vais essayer d'être rapide et synthétique sur les missions principales. D'abord, vous dire que c'est une association qui commence à être ancienne, puisqu'elle a fêté ses 40 ans l'année dernière. Et sa mission générale, c'est favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on peut se dire que si elle existe encore après 40 ans, c'est que l'égalité n'est pas encore totalement advenue. Et l'autre de ses missions, c'est favoriser l'autonomie des femmes. Et c'est la raison pour laquelle l'association travaille beaucoup sur la question de violences faites aux femmes, parce que la violence, vous avez employé le mot d'emprise, parce que la violence empêche cette autonomie, qu'elle soit psychique, personnelle, professionnelle. Voilà. Alors, il est tout le temps, merci à Aline Fauchère, hein, il est tout le temps difficile de faire comprendre le vécu de certaines femmes, la situation dans laquelle elles se trouvent, etc. Donc, j'aimerais que Agnès Petit-Gilles nous donne l'activité de l'association aux gazeuses. Bien sûr, le secours populaire, on connaît, mais l'association aux gazeuses et la synergie entre les deux, c'est tout à fait intéressant.
Alors bonsoir, je suis metteur en scène de la compagnie Eaux Gazeuses, effectivement, mais je suis aussi là parce que je suis bénévole au Secours populaire dans un comité local qui est situé dans la moyenne vallée de l'Hérault, à Saint-André de Sangonis. Et cette année, on a décidé d'un partenariat entre la compagnie et le Secours populaire. Et je suis ici parce que nous avons décidé de monter un spectacle à partir des témoignages des femmes accueillies, volontaires bien sûr, et des femmes bénévoles de l'association. Et donc, à partir de ces témoignages, nous avons produit un spectacle dans le cadre de la Journée des droits des femmes. Merci, merci Agnès Petit-Gilles. On verra à quel point l'art peut aider à faire passer justement des messages. Francine Boé, au niveau du Zonta Olympe de Gouges et de lecture plurielle, vous renforcez les femmes dans leur vie quotidienne. Quelle est votre mission? Alors, oui, donc c'est surtout le Zonta Olympe de Gouges qui a cette mission. C'est un club service donc féminin qui a pour objectif donc la défense et la promotion de la cause des femmes dans le monde. Donc le Zonta est un club international et dont le slogan, on va dire, le thème principal, c'est Zonta says no, c'est-à-dire Zonta dit non aux violences et à la violence contre les femmes. Au niveau de notre club Olympe de Gouges, on fait quelques actions régulières pour soutenir donc les femmes. On a des actions au profit du CIDF d'ailleurs que nous connaissons. On a aussi une association qui a été créée au sein d'Olympe de Gouges avec l'idée de l'égalité. C'est l'association Léa Léo qui promeut l'égalité entre les filles et les garçons et qui, des membres de notre groupe, vont dans les collèges s'adresser aux élèves de 5e particulièrement, puisque c'est à leur programme. Et nous avons quelques thématiques comme la lutte contre le sexisme, contre les stéréotypes, le développement, l'égalité homme-femme au travail. Voilà, donc on a quelques thématiques qu'on leur expose et on discute avec eux. Et on découvre parfois des choses très étonnantes que disent et que pensent ces enfants, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc, passer le message très vite, passer très tôt, donner la permission, éviter l'autocensure. Alors, je voudrais que justement Martine Lombreras nous donne l'activité de ces deux associations de scientifiques et nous dise aussi votre action vis-à-vis de oser aller vers des carrières scientifiques. Oui, effectivement. Donc, IESF, c'est Ingénieurs et Scientifiques de France. Et d'ailleurs, comme membre, on a très peu de femmes. Elles sont une minorité, peut-être 10%, qui reflètent en fait la population des étudiants ingénieurs. Oui. Femmes et Sciences a été créée en 2000, justement pour promouvoir les études scientifiques auprès des filles et promouvoir aussi, si l'on peut, les femmes scientifiques. Femmes ingénieures, c'est le même genre et d'ailleurs, les associations travaillent de concert. On fait beaucoup d'actions pédagogiques et quelquefois, les deux associations interviennent avec nous parce qu'on a beaucoup encore de jeunes filles qui sont très bonnes en maths, en physique, etc. et qui considèrent que les carrières scientifiques, ça n'est pas pour elles. En fait, elles ont très peur, elles considèrent que ce ne sont pas pour elles, qu'elles ne sont pas capables. Et apparemment, il y a vraiment un frein, elles n'osent pas. Et c'est pour ça que nous allons dans les lycées, les collèges, et puis pour dire ce que nous faisons, notre recherche, nos métiers, pour leur montrer qu'on peut tout à fait le faire et être féminine et en même temps faire des sciences. Supprimer l'autocensure. Voilà. Donc ça me semble tout à fait important de prévenir comme ça. Et on sait que vraiment, les carrières scientifiques, il y a un frein qu'on n'arrive pas à faire sauter. C'est tout à fait particulier. C'est en fait un garçon qui aura des revenus, qui aura des résultats moyens, il va pas se poser de questions s'il a envie de faire tel métier, il va oser, tandis qu'une fille avec des résultats supérieurs va se dire qu'elle n'est pas capable. Et en fait, là, j'ai discuté la semaine dernière avec une collégienne que j'étais allée visiter le collège et le professeur de maths me l'a confié parce qu'elle veut faire ingénieure de sûreté dans les centrales nucléaires. Et puis, elle me demandait des conseils. Elle me disait, mais ça, je ne vais pas faire. Et c'est
Et en fait, on est obligé de leur dire essaie, tu Faire verras un bien. Si tu coaching. ne peux pas, eh bien, tu choisiras autre chose, mais essaie. Donc, il faut sûrement commencer beaucoup plus tôt, Oui. finalement, parce qu'on intervient au collège, en fin de collège ou au lycée, c'est un peu tard déjà. Vous êtes... Donc ça, c'est bien, c'est beaucoup Oui. plus tôt et ça vaut la peine Alors, d'intervenir. en mai, nous irons dans une école primaire pour des CM1 et CM2 à la Bayade. Voilà. Alors, ça, c'est le côté un peu de... Vous avez la chance de faire de la prévention positive avec une valorisation de ce que peuvent faire ces jeunes filles, voilà, et voilà, plus tard des carrières scientifiques pour des femmes. Et on a l'autre volant et l'autre volet, malheureusement, de la condition féminine, je dirais, dans la société, qui est le cas des femmes sous emprise, avec justement cette emprise qui peut s'installer très doucement jusqu'à arriver à des violences quelquefois irréparables. Et donc, c'est du côté, on ne l'a pas fait exprès, mais c'est le côté droit du plateau. Et en fait, très souvent au CIDF, vous avez des femmes qui viennent vous demander des renseignements pour essayer d'avoir une aide, d'avoir une écoute, d'avoir sur des doutes, sur quelles sont les typologies de gens qui viennent vous rencontrer, pousser la porte du CIDF? Pas de typologie. Ça serait trop facile. Ça serait trop simple. Hein, mais voilà. Oui. Je voulais juste avant rebondir sur ce que vous disiez, madame, sur le peu d'appétence ou les difficultés qu'ont les jeunes filles à aller vers des carrières scientifiques. Mais je pense que pour changer les choses, il faut vraiment travailler extrêmement en amont et pas seulement à l'école. Alors déjà à l'école, mais dans les familles, auprès des assistantes maternelles, quelle est la place des jouets, que disent les publicités, rose pour les filles et bleu pour les garçons, tu joues à la maman et le garçon tu construis des Ne pleure pas, Legos. tu n'es pas une fille. Voilà, enfin. le poids des stéréotypes, même si on a fait beaucoup de progrès, reste encore un poids extrêmement lourd. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment une responsabilité de la société, c'est-à-dire qu'il est prévu dans la loi depuis plus de 20 ans qu'on doit faire une éducation à l'égalité dans les écoles, et ça se fait très peu. Quand on interroge nos enfants ou nos petits-enfants, si une fois ils ont eu un intervenant extérieur qui est venu parler de ces questions, comme vous le faites, comme nous le faisons, et peut-être vous le faites aussi, c'est le grand maximum. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et on ne prend pas la mesure de la persistance des rapports inégalitaires entre les sexes encore aujourd'hui en France et évidemment ailleurs. Alors, la question de la violence, elle est peut-être le stade ultime de cette inégalité. Alors, toutes les inégalités n'amènent pas à de la violence. Il y en a qui se combattent dans la famille, dans le couple, dans la vie professionnelle, au travail. Mais quelquefois, les violences restent le moyen de contrôler les femmes, le moyen de dominer les femmes, le moyen de les faire rester, pour ce que nous disent les hommes violents, à leur place. Oui. Alors, Aline Faucher, est-ce que justement une femme qui doute un peu, que la famille n'a pas assez renforcée, qui n'a pas été assez réassurée sur sa qualité, a plus de chances de tomber justement dans des situations complexes ultérieurement? C'est complexe là aussi. On sait aujourd'hui que quand on a été un enfant, un petit garçon ou une petite fille qui vit dans une famille dans laquelle il y a de la violence entre les parents, a 5 fois plus de risques d'être victime ou d'être agresseur. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Non, je crois que vraiment la violence, elle peut arriver, y compris pour des gens des femmes qui se pensent très sûres d'elles et qui, dans une histoire d'amour, vivent une relation fusionnelle, mais qui tourne mal. Parce qu'une relation fusionnelle, c'est pas grave,
si ça ne dure pas au-delà de un an et demi, et où on se rend compte que l'autre On a se des ressaisit. défauts, et voilà. La violence, elle naît vraiment quand la personne ne peut pas exister en tant que sujet, mais elle doit être là pour combler l'autre, tout le temps. Absolument. C'est C'est ça, ça. c'est comme ça que naît la violence, et c'est ça l'emprise. Elle donne une réplique finalement, mais elle n'est pas là pour elle. Elle n'est pas là pour elle. Et quand on parle de violence, vous évoquiez l'homme qui a tué sa femme devant le palais de justice la semaine dernière. On est évidemment sur le stade ultime de la violence, mais je crois que c'est intéressant de voir que c'était le dernier moment où La séparation. elle lui échappait complètement. C'est ça. Ils avaient déjà divorcé, mais ils venaient solder Oui. les biens. Les voilà. biens avec la symbolique du bien et du pouvoir. quand Donc même. c'est important de se dire ça, y compris quand on est un citoyen, une citoyenne, et de ne pas aller vers des réponses trop simples en disant « oh, il suffit que tu le quittes, tu vas arriver. Et si tu le quittes, ça va aller. » Or, on sait que c'est quand elles veulent quitter les conjoints violents qu'elles sont en grave danger, et c'est là où se passent souvent les agressions mortelles. Alors, Aline, Alors, elles viennent nous voir parce qu'elles ne savent pas. c'est ça. Elles viennent nous voir en disant « est-ce que c'est normal ?» Je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que c'est dans tous les... Parce que le conjoint violent dit c'est parce que je t'aime, ou c'est parce que je suis Je fatiguée. te protège. Et donc, elles viennent nous interroger. La première question, c'est ça. Elles viennent nous interroger, est-ce que c'est normal qu'ils m'interdisent de sortir, qu'ils veuillent que je m'habille de cette façon, que je ne puisse pas travailler dans tel métier? Est-ce que ça, c'est normal? Oui. Et c'est à partir de ce questionnement qu'on avance avec elles sur l'information sur ses droits. Je pense par exemple aux femmes étrangères qui viennent nous voir en disant « il me dit que si je le quitte, je repartirai au pays ». Donc c'est important d'informer sur les droits. C'est la première façon de se sentir sujet avec des droits. Bien sûr. Et ensuite, c'est tout le travail de déconstruction de l'emprise. Vous avez intitulé emprise. Ça, c'est compliqué. Ça nécessite des psychologues formés à ces questions-là. C'est parfois long. C'est quelquefois un travail avec des allers-retours. Elles pensent qu'elles en sont sorties et puis ça recommence. Donc c'est un accompagnement pluridisciplinaire. Et je pense que c'est important, on en parlait tout à l'heure, c'est important aussi de travailler sur l'autonomie professionnelle, parce que les femmes ont peur, en sortant d'un couple violent, d'aller vers la précarité. Où est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais aller dans un foyer? Je vais déscolariser mes enfants? Je vais perdre mon travail? Donc toutes ces peurs-là, et qui sont des peurs réelles, parce que les femmes s'appauvrissent, en particulier quand elles sont dans des couples violents, mais toujours quand elles se séparent. Et là, c'est important qu'en amont, on puisse travailler avec elles pour qu'elles récupèrent du pouvoir sur leur propre vie. Bien sûr. Alors, on parle bien sûr, là, on parle de violence, on utilise ce terme-là. Ça peut être aussi une violence psychologique, une emprise qui va s'installer petit à petit, en général dans le couple, mais quelquefois, il y en a au travail. Oui. Quand on parle de violence, évidemment, on ne parle pas que de violence physique. C'est important de le préciser. L'empreinte, la violence, c'est l'emprise psychologique, cette manipulation mentale finalement, qui met l'autre dans une situation d'infériorité ou de non-liberté, de choix, je dirais. Elle s'installe petit à petit. Il y a la lune de miel, après le doute, après l'isolement, après la violence peut arriver. Donc, ça s'installe peu à peu et finalement, c'est lourd à déconstruire. C'est parce que ça s'installe peu à peu qu'il y a tout ce questionnement. Si un conjoint aimant devenait tout d'un coup un homme violent, je pense que ça serait facile de dire je me sépare. Mais il y a vraiment tout un processus qui vise à faire perdre à la personne sa confiance en elle-même. Même la question de la folie se pose. Moi, j'ai eu à suivre des femmes qui me disaient j'étais sûre d'avoir posé ça à tel endroit. Ils le déplaçaient, puis ils me disaient, tu vois, tu es folle, parce que tu ne l'as pas mis là. Pour déstabiliser. Pour déstabiliser. La crainte aussi que l'enfant ou les enfants ne soient placés.
à l'aide par les travailleurs sociaux, parce Oui. qu'ils vivent dans un climat de violence, ils sont impactés. Donc cette peur-là, elle fait aussi que quelquefois les femmes ne parlent pas. Et quand elles parlent, souvent, c'est que les choses sont vraiment Trop loin. déjà bien installées. C'est arrivé loin. Alors, quand même avec un bémol, parce que quand j'ai commencé à travailler là, il y a longtemps, je voyais des femmes très abîmées. Et maintenant, je crois quand même que la société est beaucoup plus réactive. On parle plus. On en parle plus. Il y a des numéros anonymes et gratuits. Il y a des campagnes de communication. Il y a des lieux dans lesquels on peut aller. Et on voit arriver des femmes plus jeunes et qui se posent des questions plus rapidement. Donc, le pronostic est plus optimiste aussi. Exactement, et donc les chances de sortir Bien petit sûr. à petit. Donc, en fin de débat, on va redonner les numéros nécessaires pour Oui. que les femmes qui nous écoutent puissent y faire appel. Et si on comprend bien, il faut se faire aider. Surtout, ne pas rester seul. Voilà, Parce que la Ne pas stratégie de s'isoler. l'agresseur, c'est d'isoler. oui, Bien sûr. absolument. Alors, est-ce que vous, dans les clubs services ou dans vos associations, c'est plus simple? Est-ce que vous rencontrez des femmes comme ça que vous aidez à rebondir? Oui. Donc, Alors, à Femmes et Sciences, nous avons 2 actions. Nous avons une action de mentorat auprès des doctorantes, donc un mentor, une mentée. Et on a de plus en plus des doctorantes qui sont mises à l'écart, qui sont sous emprise, aussi bien d'ailleurs par des femmes que par des directrices de thèse, mais plus par des hommes que par des femmes, mais ça arrive. Donc on a tout un processus, et puis quand on n'arrive plus à les conseiller, on passe le relais à la cellule de l'université. Ça, c'est Bien un sûr. premier point, donc on a un travail important là-dessus. On a un autre point, on a un groupe de travail qui regroupe les responsables égalité des différents Des instituts de universités. recherche, des Mmh. universités. Et on réfléchit, on met en commun nos ressources, par exemple des pièces de théâtre, par exemple des podcasts, etc., pour réfléchir sur l'effet Mathilda, etc. Et Donc puis, là, vous voilà. me tendez la perche pour passer la parole à Agnès Petit-Gilles. Alors, le théâtre, on évoque justement avec les responsables l'égalité dans les universités, dans les grandes écoles, mais aussi ailleurs, le fait de les sensibiliser, de trouver des moyens de sensibiliser les publics sans donner de leçons. Alors, dites-nous un peu plus de la démarche que vous avez eue avec justement Eaux Gazeuses. Alors, aux Gazeuses et le Secours populaire, donc, on a décidé de monter un spectacle à partir de témoignages de femmes. Et bon, le Secours populaire, la principale mission, enfin la mission essentielle, disons, c'est l'aide alimentaire, mais nous avons aussi une mission d'accueil inconditionnel, culturel, et d'aide administrative, mais aussi d'aide psychologique. Bien sûr. Ceci étant, nous n'avons pas les moyens de tout faire, hein. Et quand j'ai recueilli les témoignages de ces femmes, alors évidemment, j'ai pas de quoi faire une thèse de sociologie avec mes témoignages, hein, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont très concordantes et qui finissent par être porteuses de sens si on les met les unes à côté des autres, et en particulier cette violence qu'elles subissent. Car les femmes qui tombent dans la précarité sont souvent des femmes qui ont commencé un parcours de vie dans la violence, alors que ce soit la violence du père, que ce soit la violence du mari, parfois du fils, puisque ça se reproduit. Ce sont des femmes, celles qui sont venues témoigner, ce sont des femmes qui ont, la plupart, je pense, ont su se libérer de cette emprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont eu envie de témoigner, je pense. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, on a parlé, Aline a évoqué la précarité, etc. Oui. Vous avez travaillé avec le Secours populaire, avec des femmes qui venaient de cette précarité-là. Voilà, c'est ça. C'est les personnes accueillies par le Secours populaire dans un territoire qui est tout à fait particulier, la moyenne vallée de l'Hérault. Et je rebondis un peu sur l'idée de l'écoute et des professionnels et des personnes diverses qui doivent accompagner ces femmes. Je pense que dans notre territoire, ça manque énormément. Oui. Et quand j'ai recueilli les témoignages, j'ai senti un besoin énorme, ne serait-ce que de parler de leur histoire. Et je me suis dit,
peut-être que je me trompais, mais que ces femmes n'avaient pas été écoutées, Entendues. ou n'avaient pas Ouais. trouvé de lieu pour s'exprimer individuellement ou collectivement. Elles ont été dans l'urgence, mais elles ont rencontré des services sociaux. Mais je ne pense pas qu'on les a écoutées réellement, parce que vraiment, c'était des En flots tous de les cas, elles ne paroles. se sont pas senties écoutées. Écoutées, je ne pense pas. Voilà. Aider, oui, sans Ouais. doute, puisqu'elles s'en sont sorties. Parfois, très souvent, c'est des rencontres. Hein. C'est une patronne qui va aider une femme, Oui, qui sur va un lui coup de proposer cœur, un aller logement. toucher, C'est sans doute les rencontres, hein, qui font qu'on s'en sort ou pas. oui. Mais au niveau professionnel, je pense que ça manque dans certains territoires, et en particulier dans le territoire de la Alors, moyenne vallée de l'Hérault. Être entendu, écouter, entendu, c'est déjà être reconnu quelque part. Oui, C'est déjà tout à une fait. réassurance. tout à fait. Et donc au-delà, donc on espère Donc que vous évoquiez ce qui revient. Oui. Je vais vous le faire reformuler. C'est de la violence quelquefois familiale et chez les ascendants ou descendants d'ailleurs, et dans la famille, dans la Oui. cellule familiale. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui reviennent? Bah, si on parle d'emprise, il y a souvent, alors pour les femmes, mais bon, je généralise peut-être beaucoup, hein, je n'ai Non, que c'est pas une quelques témoignages, mais statistique. c'est des choses quand même qui revenaient. Les femmes d'origine maghrébine sont sous une emprise particulière dans la mesure où elles sont déracinées. Culturellement, c'est compliqué. Et leur mari oui. connaît la France, connaît le territoire, mais elles ne connaissent pas ça. Elles Ouais, c'est arrivent, ça. elles ne maîtrisent pas la langue. Les codes. Et il leur faut un courage énorme pour Ouais, se pour sortir de là. Parce que, ouais. j'ai en mémoire le témoignage d'une femme qui est partie alors qu'elle était à quelques semaines d'accoucher, et elle ne parlait pas français. Donc, Oui. il leur faut Alors, vraiment un courage énorme. On a bien vu que Aline Faucher l'a évoqué. Le levier, c'est aussi de faire peur. On va dire que tu es folle, on va t'enlever tes papiers, on va t'enlever tes enfants, tu vas repartir au pays, etc. Ceux qui Donc, arrivent, on enlève parfois les enfants, Bien effectivement. sûr, Parce que le juge considère que le logement de la femme est trop petit. trop précaire. Et bien oui, parce que Donc, c'est un studio. Vous avez écrit avec ça des pièces, hein, c'est ça, hein, une pièce avec une des pièce. personnages Voilà, de c'est ça. femmes Mm. que vous jouez. Oui, alors dans le cadre de la journée de la femme à Saint-André de Sangonis. Et donc, du coup, est-ce qu'elles ont vu déjà ces pièces? Et non, parce qu'on est en Pas train encore, elles de vont les le voir. construire. On est en train D'accord, de le donc vous êtes construire en cours avec de travail. les bénévoles du Secours populaire qui montent sur scène pour la première fois aussi. Donc, c'est toute une aventure qui aboutit là dans les jours qui vont venir. Aventure magnifique. Alors, avec le Zonta, Francine Boé, est-ce que vous avez justement des actions comme ça de renforcement aussi? Alors, ce qui nous arrive, enfin, parce qu'on n'est pas club, c'est pas prévu pour nous, mais il nous arrive d'être rejointes par des femmes en difficulté qui viennent nous demander, puisqu'elles nous voient sur une manifestation ou autre, et qui viennent nous parler de leurs problèmes. Et notre travail, c'est aussi de les orienter vers les associations, vers toutes les structures support qui peuvent les aider, les aider à sortir, enfin, à trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est la mission, c'est les aider, les orienter. Aline Faucher, la première étape, c'est de sortir de l'isolement, aider la femme à sortir de l'isolement. Oui, mais pour ça, je veux rebondir sur ce que vous disiez. Je crois que c'est très juste sur la question de l'écoute. Parce qu'on entend libérer la parole depuis des années. Ouais. La parole se libère. Bon, on l'a vu avec le témoignage de Judith Godrèche. Mais la parole, elle se libère depuis très longtemps. Mais c'est les oreilles de ceux qui écoutent qui sont bouchées. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est ça. Parce que quand elles ont parlé, mais qu'on ne les a pas entendues à C'est la pire hauteur que tout, ça. voilà, on en a parlé aussi récemment avec la Civise Oui. sur les enfants qui ont été victimes d'inceste. Et quand ils parlent et qu'on ne les croit pas,
ou quand on leur dit que il suffit d'oublier et que ça va passer, ça fait des adultes fracassés. Bien Donc sûr. je crois que vraiment c'est important de pas encore une fois renvoyer aux femmes le fait qu'elles auraient pas été capables de parler. Je crois Oui. que c'est vraiment nous, société, qui n'avons pas su écouter à la bonne hauteur, et une fois qu'on a écouté, aussi agir. Parce que c'est important de recueillir cette parole. Là, vous en faites un spectacle, mais c'est important aussi que la justice, les services sociaux, tous les professionnels répondent à la bonne hauteur. Et là, D'ailleurs, on n'est pas encore tout à fait au maximum de ce qu'on pourrait faire. pour prendre conscience de ça et du fait que c'est pas résolu, la loi qui introduit dans le droit français la notion d'emprise date de 2020, 30 juillet 2020. C'est hier, c'est incroyable. Donc, on voit à quel point, finalement, c'est récent, ça n'est pas encore dans les mœurs. Et les écoutants de l'environnement de chacun sont peut-être pas, justement, bien aguerris pour entendre et prendre la mesure de la gravité de ce qu'on leur raconte. Je crois qu'il y a quelque chose qui est non pas indicible, mais quand même qui est difficile à entendre. Et pour les professionnels qui ne sont pas formés à ça, pour se protéger, je crois qu'ils vont avoir la tentation de changer de registre. On n'est pas dans de la violence, on est dans du conflit. Et le conflit, on sait faire. Ouais. Les avocats savent faire, les magistrats savent faire. Et dans un conflit, on est deux. Alors que dans la violence, on est dans un système totalitaire et on n'est pas deux. On a un piège qui se referme sur quelqu'un. Oui, puis on n'est pas dans un système où il y a deux personnes qui vont négocier. C'est pas négociable. Alors quand on se trompe de registre, Ouais. ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ça fait aussi des victimes aussi de violences physiques quand même. On ne va pas écarter ça. Et puis des victimes, quand vous portez plainte, vous parliez du courage pour partir, mais il faut du courage pour tout. Du courage pour porter plainte, aller dans un commissariat. C'est aussi revivre l'événement. Et puis c'est pas être sûr d'être bien Entendu. accueilli, même s'il y a eu des progrès. Ça va mieux. Ouais. C'est accumuler des preuves, c'est aller vers un jugement. Et on a encore, j'ai en tête quand même sur la question des viols, on est en France aujourd'hui à moins de 1% de condamnation pour viol. Donc dire à quelqu'un... Là aussi, il faut, je crois que c'est vraiment voilà, que vous partiez d'ici en vous disant il ne faut jamais dire il suffit de. Il suffit pas de se séparer, il suffit pas de porter plainte. Porter plainte et attendre une réparation de la justice, c'est important, mais ça marche pas à tous les coups, loin de là, parce que la justice a besoin de preuves et la violence psychologique, souvent, ça laisse pas beaucoup de traces. Ça laisse des traces quand on a des certificats de psy, mais pas beaucoup. On n'a pas un bleu à faire constater ou une fracture. Ou des violences anciennes aussi qui ne laissent plus de traces. Voilà. C'est important, effectivement, de passer ce message, d'en parler, d'aller voir les bonnes personnes. Et ma foi, si on n'a pas trouvé on n'est pas tombé sur la bonne personne, de revoir quelqu'un qui est spécialisé, une association, quelqu'un qui est formé pour cela. Alors, est-ce qu'il est facile de conseiller d'aller voir un psy, etc., pour des raisons justement un peu de... Est-ce qu'il reste un frein à aller consulter pour se faire aider, se renforcer, ou est-ce que le frein n'est que financier, par exemple? Dans ce que vous voyez, bien entendu. Hein. Je pense qu'il est moins important, ce frein, qu'autrefois. Oui. On peut expliquer, et alors en plus depuis l'épidémie de Covid, où on a vu beaucoup quand même de gens déprimés, il me semble qu'on va plus facilement, hormis le frein financier, encore que on devrait pouvoir aller voir avec le nouveau dispositif, depuis quelques années, les personnes peuvent aller voir jusqu'à 8 fois, je crois, un psy remboursé, oui. Mais il y a très peu de psys qui se sont engagés dans cette démarche. Il y a des nouveautés. Il y a par exemple au CHU de Montpellier un centre de psychotrauma spécialisé. Mais ils sont 2 psychiatres et 2 psychologues. Donc ils ont beaucoup de boulot. Au CIDF, on reçoit 16 000 personnes par an. Ouais. Alors toutes ne sont pas victimes. 16 000 16 000. C'est énorme. Toutes ne sont pas victimes de violences. Certaines viennent s'informer sur leurs droits. Certaines viennent parce qu'elles veulent chercher un travail.
Pardon, je ne parle pas assez près du micro. Certaines viennent parce qu'elles ont des difficultés dans l'exercice de leur parentalité, mais quand même, on a à peu près 2000 femmes victimes de violences chaque année qui viennent. Et quand on sait que 50% des femmes victimes de violences ne font aucune démarche, on retombe sur le chiffre que vous annonciez tout à l'heure de 220 000 femmes victimes de violences chaque année en France. C'est ça. Mm. Donc, Et une centaine de mortes. On va quand même rappeler pour les gens qui nous écoutent, les gens aussi qui sont avec nous au Gazette Café, on va rappeler les recours, entre guillemets. Donc, très jeunes ou même au niveau de l'emploi, on peut avoir recours à des associations comme les associations de scientifiques ou les ONTA qui font aussi de l'accompagnement, même si c'est juste tendre une main et puis orienter correctement. On a également, bien sûr, si on est tombé dans la précarité, le secours populaire, mais aussi des gens comme vous qui essayent de passer ce message autrement pour donner une existence à ces femmes et leur donner vraiment, leur montrer que ces cas valent la peine d'être racontés finalement, parce que c'est quelque chose qui va aider. Oui, sans doute. Et entendre une histoire qui ressemble à la sienne aussi, je pense que ça peut aider à prendre conscience. Ouais. Je ne suis pas seule à vivre ça. Je ne suis pas seule. Et oui, je ne suis pas seule et on me croit du coup, puisque d'autres ont vécu la même chose. Oui, c'est très important. On croit ce que je dis. Et je pense que ça peut être aussi intéressant. Ça. Et donc, effectivement, là, c'est par l'art, à travers le théâtre, je dirais. Là, c'est le coaching ou justement le soutien. Et on en vient ensuite au CIDF qui est plus professionnalisé, je dirais. Et j'aimerais bien que vous nous rappeliez, pour ceux qui nous écoutent, les recours, les numéros, les recours, les associations, ce que vous, CIDF, pouvez faire. Voilà. Ça risque d'être un peu long, mais déjà le 3919, voilà, qui est le numéro anonyme, gratuit, 24 heures sur 24. On peut téléphoner quand on est victime, on peut téléphoner quand on est témoin, on peut téléphoner quand on est parent, quand on est voisin, pour demander de l'aide. Ça, le 3919, je voudrais insister, c'est pour les voisins, les gens qui assistent, ne tournez pas, ne pas détourner le regard. On peut faire quelque chose quand même. En appelant le 3919 et en disant il se passe quelque chose de critique par ici. Ensuite, on peut venir vous voir, bien sûr. On peut venir nous voir. Alors, sur la question des violences conjugales, on a à Béziers et à Montpellier des lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation sans rendez-vous. Ça, c'est important parce que quand on est sous emprise, on est dans une temporalité très confuse, très altérée. Et on n'ose pas, et puis ça se déclenche. Puis si on donne un rendez-vous à 1 mois, la personne sera dans autre chose peut-être. Donc 2 fois par semaine, on peut venir. À Montpellier, on est reçu par un binôme de juristes et de psychologues. Et pareil à Béziers. Oui, et donc ça, c'est le deuxième point. Des possibilités d'après-midi comme ça, sans rendez-vous. Oui. Et on vous trouve sur votre site, je suppose. Oui, il faut regarder les adresses. Il faut regarder le site, le numéro de téléphone. Il y a les permanences, y compris dans votre secteur, dans les Hauts-Cantons. Reste le problème des femmes qui sont très loin la ruralité. Oui. Voilà, les femmes agricultrices, les femmes qui sont dans les Hauts-Cantons. Là, il y a c'est plus compliqué. Oui, c'est compliqué. On est en train d'y travailler. On peut imaginer à terme, pour donner espoir à ces femmes, justement, qui sont loin, un peu isolées, que ça se fasse en visioconférence, qu'on puisse avoir des gens à distance. Des bus itinérants, des visioconférences, des supports artistiques qui peuvent aussi aider à sortir de cet isolement. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent concourir à l'autonomie et à l'égalité. Oui. Ensuite, bien sûr, oser porter plainte quand on est dans une violence physique. Bien sûr, oser y aller. Porter plainte. La plainte sur Internet se développe. Peut-être que ça sera une première étape. Pas encore pour ça.
Pas encore pour ça. Non. C'est juste pour les délits de droit commun, hein, Mm, c'est ça? mm, mm. Bon, donc ça va arriver, vous verrez, parce que c'est une première phase qui fait qu'on enclenche quelque chose et qui doit inciter à aller au bout après. C'est important, mais c'est pas le passage obligatoire. Il y Je a comprends. d'autres options possibles. Il y a l'ordonnance de protection, il y a le divorce pour faute, il y a d'autres. Oui, Chaque personne, ce qui est important, c'est qu'elle reprenne du pouvoir sur sa vie et qu'elle dise pour moi ce que je veux, ce qui est bon pour moi, c'est ça. chaque cas est un cas particulier et il faut trouver le bon, Et surtout, il faut qu'elle le trouve. qu'elle trouve la bonne Il solution. faut qu'elle trouve ce qui est la bonne solution pour elle. Et nous, là, on va l'accompagner Oui, bien sûr. Bien dans sûr. ses choix. Donc, un point important pour tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Pardon. Et donc, on va passer la parole à la salle. Si on prépare le micro, je suppose que vous voulez poser quelques questions. Donc, je suis désolée. Est-ce que vous avez des questions? Non, personne? Ben, monsieur, alors tu peux donner le micro, s'il te plaît, ou vous prenez un des micros du plateau. Voilà. 1, 2, 1, 2. Bonsoir. Bonsoir. Il y avait une question que je voulais soulever quand vous avez parlé des collégiennes et du rapport à l'échec qu'ils pouvaient avoir dans une carrière qui n'avait même pas commencé au niveau des études. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport à l'échec et un besoin de donner à la femme une sorte d'obligeance d'avoir un parcours parfait, sans faute, déjà dans l'étude, et de savoir qu'elle n'a pas des portes ouvertes aussi faciles qu'un homme sur des emplois physiques, si jamais elle lâche un travail qui est propre à ses études. Donc, tout ce rapport, ça peut être dans le côté post-colonialisme aussi, ou enfin dans tous les travers du coup éducatifs qu'on peut avoir déjà au départ. L'importance de prendre ça à la racine, de soigner ce rapport à l'échec qui est peut-être un peu plus important pour la femme. Donc, me semble. permettre cet échec et le dépasser, surtout, c'est ce que vous évoquez, ou se dire qu'on n'est pas obligé non plus de faire des super carrières, c'est ça que vous voulez évoquer? Il me semble que le rapport à l'échec pour un homme et pour une femme, déjà au collège ou au bac, etc., il est en place dans l'éducation. Et bien, on pourrait prendre des exemples, mais on mettra plus de pression, je pense, à une fille ou à une jeune femme quand elle n'est pas sortie du nid, plus qu'à un homme qui va lâcher l'école, le collège, et puis bon, vas-y, va dans les champs, va bosser. Bon, c'est peut-être un petit peu différent pour la femme, peut-être pas dans le côté rural. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais Très tôt. oui, ça m'a interpellé un petit peu, je pense, ce côté-là. Alors, c'est pour les femmes scientifiques, ce qui ne veut pas dire élitiste. Alors, je dirais plutôt le contraire, parce que je pense que quand vous avez des enfants, enfin un couple, une famille française normale, moyenne, qui a des garçons et des filles, ils vont davantage mettre la pression sur les garçons pour qu'ils réussissent, qu'ils aient une carrière. Enfin, peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme ça. Et une fille, j'ai lu récemment qu'en fait, une jeune femme, elle avait eu du mal parce qu'on lui disait jamais « c'est bien ». Jamais tu peux. Elle disait je vais faire telle chose. Oui, tu fais. Alors que si on la presse, on lui dit c'est bien, quels sont tes résultats? Et je pense qu'on pousse davantage les garçons que les filles. Enfin maintenant, ça commence à changer évidemment. Oui, mais ça change doucement malgré tout. Voilà. Est-ce que merci? C'était une très bonne question. Est-ce que j'ai répondu à votre... Oui, mais Sinon, tout à l'heure. Oui. Oui, ça me semblait pertinent, même quand on sort d'un couple et ce rapport à l'échec, d'avoir pas réussi à emmener le couple jusqu'à Oui. Enfin voilà, tout ce schéma de se dire que là, c'est de la culpabilisation. C'est une culpabilité de ne pas avoir réussi. Je pense que c'est de l'ordre de l'éducation, etc., Ouais. où le rapport à l'échec est différent, que ce soit même dans le travail, etc. C'est un facteur majeur. On peut avoir ce qu'on considère être un échec et qui est pas et assez, s'en sortir.
Et c'est plutôt quelquefois un échec de rester dans une situation pour ne pas faire face à la notion de séparation. Dans un monde patriarcal, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acquis complètement pour les femmes, ce rapport à l'échec décomplexé et Oui. ce droit de Ouais. passer à autre chose. On a le droit d'avoir un échec et de rebondir avec succès, c'est ça. Ok, autre question dans la salle. Voilà, c'est la première. Monsieur, Bonsoir. bonsoir. Moi, c'est un peu. C'est pas tellement une question, c'est une réflexion sur. Je suis musicien, je fais partie du milieu de la musique classique. Et c'est un milieu qui, il y a une quarantaine d'années, qui était un milieu extrêmement patriarcal, enfin, avec des hommes dans tous les orchestres et tout ça. Et avec le temps, c'est arrivé très vite. Ouais. Les femmes ont pris une place. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les orchestres du monde entier. À part l'orchestre de Vienne, qui lui est un statut à part, où il y a un machisme, comment dire, depuis longtemps, qui Oui. s'exerce. Donc, ma réflexion, c'est l'orchestre, c'est l'orchestre symphonique. Hein. Oui. C'est une vitrine. On est tous ensemble, on travaille Oui, tout le temps oui. ensemble. D'accord ? Donc les rapports de force entre les femmes et les hommes sont différents. Il se trouve en plus que les femmes commencent à diriger les orchestres et ça part à une vitesse grand V. Donc je me demandais si, par exemple, un peu le milieu scientifique que je connais, où ce sont des petites équipes, Oui, l'emprise, oui. est-ce que l'emprise, Très différent. plus, j'ai l'impression que plus, si vous voulez, le travail est au vu de tout le monde, au su de tout le monde, moins l'emprise est facile pour les hommes. Il n'y a Parce pas que de hiérarchie. Parce que c'est quand même encore un monde d'hommes. Hein. Je veux dire, Ouais. c'est les gens qui dirigent les opéras, les maisons d'opéra sont des hommes. Les gens qui dirigent les orchestres, la plupart sont encore des hommes. Mais il y a une telle vitrine que l'emprise, finalement, est au vu, au-dessus de tout le monde. Ouais. Et dans les petites équipes de recherche, puisque je connais bien ce milieu-là, peut-être je me dis que, voilà, que L'emprise peut s'exprimer. l'emprise et le plafond de verre. Ouais. Et le plafond de verre. Tout Parce à que fait. dans les orchestres, les femmes, vraiment, ont haut niveau de qualification dans les orchestres. Absolument. Et ça s'est fait très très vite, cette histoire-là. Et c'est Oui. un monde un peu réactionnaire. Hein. C'est parti Oui. d'un monde un peu réactionnaire. Merci, monsieur. Il y avait une autre question là, monsieur. C'est bien, on n'a que des questions de messieurs. Là. Les femmes ont tout compris. C'est merveilleux, tout va bien. Une question, alors, quand même, pour me situer très rapidement, j'étais professeur de SVT, qu'on Oui. appelait sciences naturelles. Je trouvais ça beaucoup plus agréable à l'époque. J'ai 83 ans. Je travaillais en milieu scolaire dans le 93, le fameux 93. Et je me suis retrouvé, j'avais débuté depuis 3-4 ans, sans aucune formation, sinon la reproduction des animaux. On a mis après 68 au professeur de SVT l'enseignement de la sexualité. Alors, moi, tout ce que j'ai appris depuis, et je me suis retrouvé à faire ça, mais je l'ai quand même fait avec la notion d'amour. Et je peux vous dire que, parce qu'à l'époque, il faut savoir que tout ce qui était rapport homme-femme, sexualité, c'était tabou, c'était totalement tabou. Oui, bien sûr. J'ai fait un cours, moi, pour essayer de casser ces tabous. Oui. Je l'ai fait à des élèves de tout niveau, de toute classe sociale. Je faisais un cours où vraiment, après avoir fait la reproduction, j'expliquais ce que c'était que l'amour et j'essayais Oui. le rapport avec la sexualité pour le vivre bien. Et c'est l'amour, c'est ça. Parce qu'en fait, tous ces couples dont on parle, c'est des échecs amoureux. Oui. Puisque s'ils se sont rencontrés, ils ont voulu vivre ensemble, ils ont voulu former un couple heureux, et c'est un échec. Hein. C'est ce Là, qu'évoquait on voit monsieur le sur cas où l'échec. c'est Oui. dramatique pour la femme, mais c'est aussi parfois dramatique pour l'homme. Oui, bien sûr. Et c'est pas pour défendre, hein, c'est pas pour défendre les hommes. Pas Donc du ça a tout. été bien reçu par les jeunes filles et les jeunes gens quand vous avez fait vos cours? Comment? Ça a été bien reçu par les jeunes filles et les jeunes gens? Je ne veux pas être trop Oui, long, parce que, mais j'ai fait un cours qui était, je dirais à l'époque, normalement, je le faisais devant tous les élèves, en leur disant, bien entendu pour la confiance, je répondrai à toutes vos questions. Il n'est pas question qu'on pointe des gens, Oui. c'est anonyme, mais par contre, je répondrai à toutes vos questions. Ça voulait dire, j'étais prêt à répondre à des questions extrêmement, qui pour l'époque étaient absolument scandaleuses, qui étaient dites en argot. J'étais capable de comprendre cet argot. Et donc, j'avais un milieu très variable. Normalement, ce qui se passait dans mes cours aurait dû faire
ferait aujourd'hui que 8 jours après, j'étais exclu de l'éducation nationale. Ouais. Je l'ai fait pendant 4 ans sur plusieurs générations, sur environ, au total, je dirais 500 ou 600 enfants. Enfin, je l'ai fait sur, j'aime pas l'expression, mais je l'ai pratiqué auprès d'enfants. Je n'ai pas eu la moindre plainte. Ouais. La moindre plainte. Donc, C'est-à-dire vous que aviez- les enfants, chez eux, savaient déjà, il fallait pas... Moi, bien entendu, je ne leur demandais pas de ne pas raconter. Hein. Je les laissais libres, totalement libres. Et chez eux, ils avaient déjà la notion de ce qu'il ne fallait pas raconter. Ouais. Parce que là, sûrement, j'aurais eu un retour. Je ne leur demandais pas de me protéger. Hein. Donc, la question est qu'il faut parler, Alors, expliquer, moi, si vous voulez, ce informer. qui me choque, c'est qu'on ne parle pas d'amour. Parce que c'est là le problème, quand même. Ouais. C'est quand même là le problème. C'est d'arriver dans une société où on arrive... Parce que là, on dépasse l'amour de la sexualité, ça dépasse l'amour entre deux individus par rapport au sexe, mais c'est l'amour en général. Bon, mais c'est une très bonne conclusion pour ce débat. Ah non, Effectivement, je voulais pas faire une conclusion. je voudrais que chacune de nos invités dise un petit mot de message et puis nous allons conclure puisque ce plateau touche à sa fin. Donc, je voudrais demander à Martine Lambreras une phrase de conclusion là pour les femmes, un petit. Voilà. Alors, je pense, vous avez raison, l'emprise, on la voit déjà chez nos doctorantes et comme vous dites, le fait qu'au moins une fois par mois, mentor et mentée se retrouvent et l'étudiante mentorée parle à son ou sa mentor et de tous les sujets et on peut vraiment l'aider. Je pense que la parole est vraiment le plus important Parler. et la bienveillance. Donc, parler. Francine Boé, pour vous, le petit message de conclusion. Alors, mon message, c'était que je suis formatrice coach depuis longtemps. Et donc, je me suis rendu compte que dans la formation professionnelle, donc quand on n'est plus étudiant et qu'on travaille et qu'on revient en formation, la formation me permet d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, mais que ça donne aussi ce savoir-être qui augmente la confiance, l'assurance, la lucidité sur ce qui se passe dans son groupe de travail, un regard plus objectif sur ses partenaires dans le travail, et que c'est ça qui peut aider les femmes à avoir la légitimité et la force de prétendre à monter de niveau et à postuler donc vers des Parler, niveaux redonner importants. confiance. Voilà. Voilà. Alors, donc, le message, c'est que pour toutes celles qui travaillent, n'hésitez pas à aller en formation, solliciter des formations. Au-delà des acquis, c'est aussi une capacité à se faire reconnaître et à s'imposer. Donc, Agnès Petit-Gilles, votre phrase de conclusion. Ce n'était pas une phrase de conclusion, je voulais revenir sur l'actualité et le monsieur musicien disait que quand c'est au vu et au su de tout le monde, il y a moins d'emprise. Je pense que dans le milieu du cinéma, tout se passait au vu et au su de tout le monde. Voilà. Non, mais ça m'a fait penser à ça et ça m'a ramené sur l'actualité brûlante. Voilà. Et donc, Aline Faucher. Peut-être un mot qui complète ce que disait monsieur sur l'amour, c'est le mot de respect. Et quand il y a du respect et quand il y a de l'égalité dans le couple, les hommes et les femmes sont plus heureux ensemble. C'est tout à fait important. Et donc, je vous remercie. Effectivement, c'est le respect. C'est important. L'amour aussi, bien sûr. L'information, parler. Donc, je voudrais remercier le public déjà d'être là. Remercier Francine Boé du Zonta Olympe de Gouges et de l'association Lecture Plurielle. Merci à Martine Lambreras pour l'IESF et les Femmes et Sciences, ainsi que Agnès Petit-Gilles pour votre action, pour donner des portraits de femmes avec Eaux Gazeuses, votre association. Et enfin, Aline Faucher, présidente du CIDF. Je vous remercie infiniment d'avoir donné toutes ces informations à toutes les femmes et aux hommes qui nous écoutent un peu partout. Vous pourrez retrouver ce plateau sur notre site internet, sur notre antenne, bien entendu, Radio Aviva. Radio Aviva, la vidéo sera sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment. Merci au Gazette Café pour son accueil et à bientôt ici pour un prochain café.